capitale surpeuplée, polluée et engorgée. Avec ses 10 millions d'habitants, Jakarta, mon premier contact avec l'Indonésie, pourrait n'être qu'une mégapole parmi d'autres. Mais Jakarta est seulement pour moi le point de départ d'un voyage à la rencontre de tribus primitives, des tribus papous qui vivent encore, dit-on, comme à l'âge de pierre. À l'aube du 3e millénaire, que reste-t-il des traditions de ces êtres venus des premiers temps de l'humanité? Je pars à la recherche des habitants du tout début du monde. Rencontrer ces tribus de guerriers artistes, ça se mérite. 3500 km à parcourir en avion, 7 heures à survoler le chapelet des 13 000 îles indonésiennes qui s'égrènent comme des perles sur un fond de corail. But du voyage, la Papouasie. C'est le nouveau nom de l'Irian Jaya, la partie ouest de l'île de Nouvelle-Guinée, autrefois colonie hollandaise, annexée par l'Indonésie en 1963 et une des régions les plus sauvages du pays. Très vaste avec ses 420 000 km², l'Irian Jaya compte moins de 2 millions d'habitants, à peine 1% des 210 millions d'Indonésiens. Première étape de mon voyage, Timika, au sud de l'île. Et première impression, très humide. Ici, il pleut beaucoup et souvent. Par averses chaudes et brutales, surtout entre avril et octobre. Du coup, la flore est magnifique, mais la vie plutôt difficile. Timika est le point de passage obligé pour découvrir cette région. Une ville assez banale qui réserve pourtant de belles surprises. Premier contact avec la sculpture, le fleuron de l'art papou et premier rendez-vous. Kalman Müller, aventurier et ethnologue, hongrois agrégé de français installé en Indonésie depuis 25 ans. Il sera mon guide vers une tribu dont il partage la vie depuis des années, les Chamorros. C'est notre voiture? Oui, c'est ça. On y va? Allez, on y va. Conduite à droite. Oui, vous mettez là. La vie des Chamorros et des autres tribus papous a été profondément modifiée depuis l'arrivée de la compagnie américaine Freeport en Irian Jaya. La compagnie pour laquelle Kalman fait des recherches et qui exploite la plus grande mine d'or à ciel ouvert et la 3e plus grande mine de cuivre du monde a ici souvent mauvaise réputation. On l'accuse entre autres de faire disparaître le mode de vie traditionnel des autochtones. Il y a combien de tribus en Irian? Ouf. Je préfère de parler de langue. Il y a à peu près 260 langues en Irian. Évidemment, il y a certaines langues qui sont parlées par une cinquantaine de personnes en voie de disparition. Il y a d'autres langues qui sont parlées par peut-être 150, 200 000 personnes. Ce sont des langues, pas des dialectes. Hein. La grande majorité des gens croient que ce sont des dialectes, mais ce sont des langues. De ce côté, les gens parlent indonésien, et de l'autre côté, ils parlent le pidgin, l'anglais, le petit nègre anglais, peut-on dire. C'est une espèce de mélange grammaire mélanésien, d'anciens mots comme picanini pour un gosse. C'est ce qu'on utilisait en Angleterre il y a 200-300 ans. Oui, c'est l'équivalent de notre créole avec les Antilles. Oui, Oui, mais avec la différence que le créole est plus structuré que le pidgin. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi. Apa kabar? Pak Timo, ini Pak Alex dari Prancis. Good morning. Timotius, nama saya. Timo? Iya. Okay, my name is Alex. Saya anggota pemukim di sini. Il veut dire que je suis sculpteur ici. Ah oui, bah effectivement, oui. Saya mulai bekerja pada tahun 92. Il a commencé à travailler en 92. PT Freeport Indonesia bersedia menjadi bapak angkat untuk melestarikan budaya Chamorro dan saya diangkat untuk menjadi anak angkat. Il a été demandé par Freeport de reprendre la sculpture et il essaie de donner ce don de sculpture à des autres, des gosses et d'autres Chamorros. Ah oui, d'accord. C'est la petite famille là, la grande famille. La petite famille n'est pas tellement petite. Et ses enfants sculptent également? Tous savent sculpter. Ah bien. Jadi harapan saya mungkin saya akan pulang ke alam baka. Mungkin saya sudah mati ya dipanggil Tuhan dan mereka akan mewarisi. Ce que j'espère, dit-il, que quand je meurs, quand Dieu m'appelle, ces autres peuvent continuer la tradition de la sculpture. Et les panneaux là qu'on voit derrière, c'est Jésus qui porte la croix? Oui, ce sont les stations de la croix pour une église catholique dans le secteur. C'est quoi la religion? Je vous perds un petit peu alors. Les Chamorros
sont entrés dans la religion catholique en 1926, enfin à partir de 1926. Le gouvernement hollandais a installé un poste à peu près à une centaine de kilomètres d'ici, en 25. L'Église catholique est venue par la suite et les Chamorros, assez rapidement, se sont christianisés dans la religion catholique. Quand Freeport est arrivé ici, Freeport voulait essayer d'aider les Chamorros dans leur culture. Une des manières que Freeport essaie d'aider les Chamorros, et c'est plus qu'essayer, c'est exactement de les encourager à faire de la sculpture. Comme par exemple, ces deux pièces ont été commandées par quelqu'un de Freeport. Les pièces qu'on voit derrière pour l'église, ça c'est payé par Freeport pour l'église. Donc la culture d'Irian Jaya n'est pas prête de s'éteindre, ça perdure, contrairement à ce qu'on peut voir en Polynésie où, Oui. où la culture est délétère, elle s'en va, là ici ça reste. Ça reste, mais c'est délicat encore, parce que le monde moderne, évidemment, c'est tellement fort, l'influence de ce monde moderne est tellement forte qu'on ne sait pas très bien. Mais enfin, Freeport, maintenant le gouvernement, l'Église catholique et Freeport, tous les trois, essayent d'encourager les Chamorros à garder, pas tout, mais enfin une bonne partie de leur culture traditionnelle. Pagi, papak. C'est la façon qu'on dit bonjour dans les montagnes. C'est la mat pagi. On met le doigt comme ça, on tire et on refait le coup de main. Ok. Comme ça, voilà. Tu mets ton doigt, clac. Ah, ça marche. Voilà. Et tu fais la même chose avec ce monsieur. Selamat pagi. Suite de mon périple à la rencontre des Chamorros. Dans cet enfer vert qui conjugue marécages, montagnes et forêts tropicales, la rivière est depuis toujours la seule voie d'accès vers l'intérieur. Nomades à l'origine, les Chamorros l'empruntaient autrefois pour atteindre des lieux de vie et de pêche plus accueillants. Aujourd'hui, ils l'utilisent surtout pour le transport de bois précieux, leur principale ressource économique. Il faut dire que les nomades d'hier se sont sédentarisés bon gré mal gré depuis l'arrivée de Freeport. C'est la mine par exemple qui a construit ce village. Dis-moi, je suis quand même assez surpris, voire déçu de ne pas avoir des habitations traditionnelles, parce que là c'est bien, c'est au cordeau, c'est bien aligné, mais enfin c'est des bungalows quoi. Bapak ini coba tanya, mengapa rumah-rumah jenis begini tidak ada rumah yang asli dengan atap dan rumah seperti dulu, seperti nenek bangun. Mengapa ada rumah-rumah jenis begini di Iwaka? Sesuai dengan perkembangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya itu juga. Bon, alors quand Freeport a construit sa ville de Kuala-Kencana qui appartenait à des gens du village, ils ont fait un programme, une espèce d'échange pour faire construire ces maisons. Ah, en échange des terres qu'ils avaient données Voilà. pour construire la ville. Exactement. Ah d'accord, et donc, très bien, ouais, enfin c'est... Ils voulaient des maisons modernes, c'est ce qu'ils Oui. voulaient. Enfin, modernes, Oui. relativement, c'est plus moderne que leurs maisons d'antan. Bah, finalement, on peut dire que ça se passe plutôt bien pour l'intégration alors. Dans certains plans, oui, dans d'autres plans, non. C'est-à-dire, d'un point de vue matériel, les gens n'arrivent pas très bien à comprendre qu'il y a des limites. Ça a commencé quand les premiers Blancs sont arrivés en Mélanésie. Les gens croyaient que tout ce qui venait de l'extérieur, c'était envoyé par leurs ancêtres. Or, quand ils ont vu les Blancs qui sont arrivés, tout ce qui possédait les Blancs, ils pensaient que c'était envoyé par leurs ancêtres, et les Blancs interceptaient ce qui était destiné pour eux. Pourquoi est-ce que les Blancs ont pu intercepter? Parce que les Blancs avaient certains rites qui leur permettaient d'avoir ces biens qui étaient désirés par les Mélanésiens. Mais quel rite?
des rites qu'ils ne comprenaient pas très bien, comme se mettre à table et manger avec cuillère et fourchette d'une assiette. Pour eux, c'était un rite, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils pensaient que ça faisait partie du jeu parce qu'ils ont vu les Blancs ne travaillaient pas. Ils étaient assis, ils écrivaient aussi, parce qu'en pensant qu'en écrivant, ils allaient avoir tout ce qu'ils voulaient. Donc ils faisaient du mimétisme Voilà. de ce que faisaient les Blancs pour obtenir, en espérant obtenir les biens de la civilisation moderne. En fait. Exactement. Voilà. Donc finalement, le village a repris ses activités d'antan, quoi. C'est-à-dire, ils font quoi ici? De la chasse, de la pêche? Ils font le sagou, c'est une espèce de nourriture qui se fait à partir d'un tronc d'arbre. C'est un palmier? C'est un genre de palmier, exactement. Donc ça, c'est pour l'amidon, pour les carbohydrates. Pour les protéines, c'est surtout le poisson, supplémenté par la chasse. Et comme on a vu tout à l'heure aussi, ils ont d'autres activités, comme couper du bois, qu'ils vendent par la suite. D'accord. Enfin, disons, ils n'ont pas le culte du travail non plus, quoi. Non, parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler tout le temps pour survivre. C'est la plus belle vie qui soit, non? Dans un certain sens, c'est assez beau. Il y a une saison pour couper le sagou ou c'est... Non, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Le sagou, c'est la base de l'alimentation pour toutes les tribus de la région. On le recueille et on le prépare aujourd'hui encore de façon traditionnelle. Ben voilà. Voici le fameux sagou. Oui, c'est l'arbre de sagou. Tu vois, ils l'ont fait tomber voilà, de là. Ouais. Et puis, ils ont enlevé l'écorce d'une partie d'en haut. Et puis là, avec ces instruments, tu vois un peu l'instrument. Le rebord, c'est un peu en dehors, tu vois. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à raboter le c'est ça. bord. Et après, ça va où tout ça? Ben, juste à côté, et on le mélange avec de l'eau pour en extraire l'amidon, les carbohydrates. Pour séparer le carbohydrate. Et donc on récupère l'amidon, enfin le jus qui en sort, qui doit être un peu épais, j'imagine. Oui. Tiens, Alex, il y a les verres de sagou. C'est bon, hein? Des verres de sagou? Ah, mais c'est que ça a l'air très appétissant, dis donc. Voilà, un gros. Mais il faut faire attention parce que la tête, ça mord. Non, mais vous n'allez pas manger ça? Bien sûr. On le nettoie un peu parce que c'est quand même un peu ça. Et puis... Alors? C'est bon? Tu veux pas? Non, merci. Non, merci. Là, c'est-à-dire qu'en ce moment, là, ça va être possible. Mais ça fait quoi là, quand vous croquez dedans? Ça fait comme un jus qui se répand dans la bouche? Un peu comme du beurre. Comme du beurre? Ouais. Avec Qu'est-ce qu'il y a de plus près du beurre? Ah, le goût? Ouais. Ça se rapproche du beurre? Ouais. Ah ouais, effectivement. Et bien alors, je pense que je vais continuer à manger du beurre. Non, non. Non? Non, 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 moi mon beurre, je le mange, mais il gigote pas comme ça. Hein. Ça va pas être possible. Moi, normalement, c'est le moment où je vomis, là, normalement. Finalement, je quitte les Chamorros un peu rassurés. J'ai l'impression qu'ils ont réussi un heureux compromis entre tradition et modernité. Ils ont su préserver leur identité. Pour l'instant du moins. La deuxième étape de mon voyage va me conduire plus avant dans cette terre rude et inhospitalière dans les entrailles de cette montagne éventrée par la mine. Nous partons pour Tambagapura, la ville du cuivre, à 60 km de Timika. 3 heures de lacets, de tunnels et de monstres fumants nés de la soif d'or et de cuivre de Freeport. On grimpe sans cesse, la température baisse, la lumière devient grise, puis disparaît. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle où tout peut arriver.
La mine, c'est comme un ogre gigantesque qui dévore la montagne. Une montagne dont Gary Smith, géologue de Freeport, est presque tombé amoureux. Nous sommes entourés ici par les incroyables montagnes de calcaire d'Irian Jaya. Dans ces montagnes calcaires, la formation géologique de Grasberg a surgi il y a 3 millions d'années. En surgissant, ce magma s'est solidifié pour former le grand gisement de minerai de Grasberg. Il y avait un grand volcan au-dessus et en dessous, cet énorme dépôt de cuivre, d'or et d'argent. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est pour enlever les déchets autour de cette masse de minerai. On extrait les déchets pour accéder au minerai. On doit extraire 700 000 tonnes de gravats par jour. Une telle industrie, c'est énorme. Est-ce que c'est la seule aussi grande au monde? C'est sûr, c'est immense. J'ai travaillé dans de grandes mines au Canada, mais rien de comparable à celle-ci. Le gisement est si riche, 1% de cuivre, plus d'1 gramme d'or par tonne. C'est d'une richesse incroyable. C'est un bénéfice énorme pour ce pays, pour l'Irian Jaya. Combien d'or trouve-t-on ici chaque année? L'année dernière, 1999, était une bonne année pour nous. On a extrait près de 3 millions d'onces d'or. Et si vous comparez cela à d'autres mines dans le monde, c'est incroyable. Et dites-moi, à quelle hauteur sommes-nous? Nous sommes ici à environ 4300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, l'oxygène est rare, comme vous pouvez le sentir. Et il fait froid aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est de la glace que l'on peut voir là-bas? Oui, c'est un glacier. Cette montagne est à 16 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, en fait plus de 5 000 mètres. 5 000 mètres. Mais il fait très froid là-haut. Évidemment, quand il pleut, cela se transforme en neige et c'est ce qui forme le glacier. J'ai vu ces énormes camions. Combien en avez-vous ici? Nous avons 110 camions en tout. Certains sont des camions de 200 tonnes, plus quelques-uns de 250 tonnes. Pensez-vous qu'il serait possible pour moi de monter dans un de ces énormes camions? Ce serait comme réaliser un rêve. Peut-être pas conduire, mais juste grimper dedans. Conduire, non, mais vous pouvez monter à bord. Et en faisant du stop. Dans le monde de Freeport, tout est démesuré, surdimensionné comme ce téléphérique qui relie sans relâche la base de pré-traitement au site d'extraction. Au passage, je découvre les usines où le minerai est broyé, traité, purifié, séparé sans pitié de ces tonnes de gravats. La mine est une machine formidable, presque monstrueuse d'efficacité. Elle ne s'arrête jamais. Quand une équipe de mineurs rejoint la ville, une autre prend la relève et les bus se croisent dans un impeccable balai parfaitement ordonné. D'ailleurs, à Tambagapura, la ville entièrement construite par Freeport, la compagnie est omniprésente. Ici, Freeport contrôle tout. Elle s'occupe de tout.
Elle fournit les logements pour les 14 000 employés, elle achemine et distribue le courrier, elle alimente le marché de toutes les denrées nécessaires pour les mineurs et leurs familles. Comme dans les cités minières du début du siècle en France et en Angleterre, à Tambagapura, on dort, on mange et on s'habille Freeport, de la tête aux pieds. So goodbye. Alors au revoir. How do you- Comment vous faites ça déjà? Yes. Okay. Bye. La mine est partout, jusque dans les rivières et la forêt de Papouasie polluée, selon les écologistes, par les milliers de tonnes de déchets toxiques rejetés chaque année. Freeport est-il un désastre pour l'environnement? Voici ce que répond la responsable de la communication de la mine, Yuli Ismartono. Nous sommes très conscients du fait que l'industrie minière aura toujours un impact sur la Terre, sur l'environnement. Aussi, notre mission est-elle de réduire au minimum possible son aspect négatif. Par exemple, dans la mine et dans la région touchée par les gravats qui sont déversés dans la rivière, nous essayons de réduire le plus possible ces impacts négatifs. Nous avons un plan de contrôle de l'environnement accepté par le gouvernement. Le résultat, c'est un excellent programme d'assainissement et je crois un des meilleurs au monde. La preuve en est que ce qui est affecté par la mine peut repousser. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité d'aller voir notre programme d'assainissement, mais nous montrons que la terre affectée par l'exploitation minière n'est pas morte pour toujours. Elle peut être fertile. Nous y faisons pousser des arbres fruitiers, nous faisons pousser des légumes, c'est possible de la faire revivre. J'arrive à Banti, un village perdu, perché au milieu de nulle part. Ici vit une tribu déplacée il y a des années par Freeport parce que la compagnie avait besoin de ces terres. Tous les Papous n'ont pas su ou pas pu s'adapter à ce monde moderne. La plupart manquaient de qualifications. Les emplois offerts ont alors été récupérés par les Indonésiens de Java et de Sulawesi. Avec la perte d'une partie de leurs terres, ces Papous ont aussi perdu une partie de leurs moyens traditionnels de subsistance. Ils vivent maintenant en assistés de Freeport et en conçoivent parfois du ressentiment. On reste ici à faire un peu de culture et à chasser car c'est notre terre, notre montagne. Quand nous n'avons pas assez de nourriture, on va au village d'à côté voir les gens qui travaillent pour Freeport. La mine n'en a rien à faire de nous. On aimerait bien y travailler mais on n'a pas les qualifications pour ça. On est allé les voir, mais on ne nous a jamais offert de travail. Il est temps pour moi de quitter ce village dont certains habitants se sentent parfois exclus du partage du bénéfice de leurs terres. C'est dans cet endroit oublié des dieux que j'ai mon premier contact avec l'âge de pierre, en l'occurrence, un papou de la tribu Dani qui porte la Koteka, le célèbre étui pénien. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter des vêtements. Je ne sens pas le froid. J'y suis habitué. Retour à Timika, et sous le soleil cette fois. J'ai de la chance, il ne se montre paraît-il que 3 ou 4 fois par mois. J'en profite pour découvrir cette ville qui est décidément un point stratégique de l'île. Sur la côte sud, toutes les routes mènent à Timika.
Qu'est-ce que c'est que cet animal? Couscous? C'est son nom, couscous? Comme un rat ou un singe? C'est bizarre. Couscous. En fait, c'est un lémurien. C'est à Timika que j'ai rendez-vous avec Ursula Conrad. Cette Allemande étonnante est une fanatique de l'art asmat qu'elle étudie et collectionne depuis 30 ans. Ursula est prête à me guider jusqu'à ces tribus de guerriers sculpteurs qu'elle connaît parfaitement. Notre moyen de transport, l'avion des missions, bien sûr. C'est le taxi de la région. Bonjour, on part maintenant? Oh, eh bien, dès que nous aurons refait le plein, nous décollerons et nous partirons pour les asmats. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est un cochon, un porc. Un cochon? J'ai jamais vu un cochon pareil. Le pauvre. Vous voulez dire un cochon dans du plastique? Pourquoi un porc dans un sac comme ça? Ah, ici, les gens se promènent toujours avec leur porc. C'est leur argent, vous savez. C'est pour ça qu'ils les gardent toujours auprès d'eux où qu'ils aillent. Quand une personne se déplace ici, elle prend tout avec elle. Vous voyez les poulets, ils emmènent tout. En route vers le pays Asmat. Au passage, nous survolons la deuxième plus grande forêt du monde juste derrière l'Amazonie. Une forêt extrêmement riche, m'explique Ursula, avec 3000 variétés d'orchidées, 800 espèces d'araignées et 600 sortes d'oiseaux. 1 heure de vol et 250 km plus tard, nous atterrissons au cœur de cette vaste jungle de marécages et de mangroves. « 52 villages s'égrènent au bord des multiples rivières qui irriguent la région. Nous voici enfin arrivés chez les fameux asmats. Le bonheur d'Ursula fait plaisir à voir, à peine 4 mois depuis son dernier voyage. Et comme à chacun de ses séjours ici, elle a l'impression de revenir chez elle, dans sa famille. Une famille qu'il aime et qu'il a faite à chacun de ses retours. La cérémonie d'accueil est extraordinaire. Je remonte le temps. Alex, bienvenue au pays des asmats. Puis-je vous présenter au chef du village? C'est le chef? Oui, le chef du village. Et comment s'appelle-t-il? Jacob. Voici Alex. Jacob. Ravi de vous rencontrer. Et voici mon fils aîné. C'est Juven. Juven Biakai, mon fils aîné. Je suis complètement sous le choc, mais aussi sous le charme de ces asmats, pourtant assez effrayants avec leurs peintures et leurs ornements. Selon la croyance, c'est le dieu Fumeripitish qui créa les asmats en sculptant des personnages de bois. Et c'est avec la sculpture que ce peuple garde le contact avec ses ancêtres. J'ai vraiment l'impression d'entrer dans un autre monde. Heureusement, Ursula est là pour me donner les clés d'un paradis oublié. Ceci est une maison des hommes traditionnelle. Et ici, les piliers de bois, sculptés pour protéger les gens.
Que font les hommes ici? La maison des hommes, c'est le centre de chaque village. Et ils viennent ici pour s'asseoir ensemble, parler. Et toutes les choses importantes sont discutées ici. Et bien évidemment, c'est aussi la maison des cérémonies quand quelque chose se passe. Mais c'est uniquement pour les hommes. Et les femmes sont seulement autorisées à entrer dans cette maison pour assister à certaines parties de la fête. Parce qu'elle est tombée amoureuse de leur art, Ursula a dédié sa vie à préserver la culture des Asmates tout en les aidant à se préparer au monde de demain. Depuis 30 ans, elle fait connaître leur sculpture en Europe. Elle a même invité quelques artistes papous à venir à Berlin. J'ai emmené 5 asmates à Berlin il y a quelques années pour une exposition. Et c'était fantastique. C'est une merveilleuse expérience pour eux parce que c'était en hiver, en janvier. Il faisait moins 15 degrés, ils ont adoré le froid. Marcher sur l'eau gelée et le verglas, ils en parlent encore. Pendant longtemps, ces peintures, ces danses et ces cris ont servi à effrayer l'ennemi avant de lancer l'attaque. Autrefois, les papous s'entretuaient régulièrement à coups de guerre tribale. Les chasseurs de têtes rapportaient triomphalement leurs trophées et le cannibalisme était un rite courant, une façon de s'approprier la force de l'ennemi. Les danses et les peintures sont restées, mais aujourd'hui, c'est juste une manière spectaculaire d'accueillir chaleureusement les visiteurs qui ont pagayé de longues heures pour remonter la rivière. En Papouasie, plus on s'enfonce vers l'intérieur, plus on recule dans le temps. En même temps que la rivière, seul moyen d'accès, on remonte aussi un peu le cours de l'histoire. Et Ursula retrouve ses enfants. Agathe, le plus gros village du pays Asmat, est, comme tous ceux de la région, entièrement construit sur pilotis. C'est effectivement le seul moyen de protéger les maisons des impressionnantes marées. Comme la plupart des 300 ethnies papous, les Asmates vivent principalement du sagou, de la chasse et de la pêche.
Grâce à leur art rendu célèbre dans le monde entier par des gens comme Ursula, leur niveau de vie s'est nettement amélioré. Heureusement, leur sculpture a gardé toute sa force primitive, celle qui a touché Ursula lors de son premier séjour, il y a 30 ans. Elle était alors ornithologiste. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici la première fois? Eh bien, nous sommes venus ici pour filmer l'oiseau de paradis. On travaillait avec les gens pour trouver les oiseaux perchés à 30 mètres de hauteur dans les arbres. Nous devions connaître les gens pour travailler avec eux et nous les avons immédiatement aimés. Aussi, nous avons découvert leur culture, les sculptures, l'art, et cela nous a encouragés à revenir d'année en année. Et cela fait presque 30 ans. 30 ans? Oui, oui. Quand avez-vous décidé de créer votre propre galerie? La galerie est un projet assez récent. Nous avons une telle collection privée d'art Asmat que nous nous sommes dit que nous ne pouvions plus l'agrandir. Et il y a environ 6000 pièces dans cette collection. Et comme nous revenons ici chaque année pour travailler avec les gens, je ne pouvais m'arrêter d'acheter. Aussi ai-je décidé de continuer à acquérir des pièces, mais pour les vendre. Je les vends en Allemagne et je ramène l'argent ici pour en acheter d'autres. Et comme ça, vous soutenez l'art local. Oui. Thomas. Alex, je te présente Thomas. Et voici son fils, qui est aussi sculpteur. Comment apprend-il la sculpture? C'est une tradition qui se transmet? Oui. Depuis toujours, de père en fils? Aussi loin qu'on puisse remonter et aussi de père à neveu, toujours dans la famille. Ce n'est pas nécessairement le fils, parfois c'est le neveu. Ça, c'est l'art Asmat moderne. Et à côté de cela, il y a l'art Asmat traditionnel, qui est absolument unique au monde. Ils travaillent sur 2 lignes. Ils satisfont encore la demande pour les cérémonies en utilisant la sculpture traditionnelle. Mais à côté de ça, ils ont développé un art nouveau. Je pense que c'est merveilleux parce que pour vendre leur art, ce n'est pas nécessaire de faire des petites copies des sculptures traditionnelles, car ils réalisent maintenant un art original et différent. Chaque pièce est unique. Oui. Jamais 2 fois la même. Exactement. Cela montre que de chaque morceau de bois, de chaque morceau d'arbre, émerge un être humain. Parce que les Asmat croient que les êtres humains viennent des arbres. Les êtres humains viendraient du bois. Oui, du bois. Quand vous voyez tous les sculpteurs qui travaillent, vous ne pouvez pas, enfin, je ne peux pas m'empêcher d'acheter. Parce que si j'arrête de venir ici, si j'arrête d'acheter, ils penseront que leur travail n'est plus assez bien. Et ils s'arrêteraient? Oui, oui. Parce que je viens ici depuis 30 ans pour acheter et chaque année je les encourage à continuer. Et je ne peux pas continuer à venir sans acheter. Cette passion pour la sculpture Asmat a aussi envahi le cœur et l'âme d'un homme qui a consacré sa vie à cette tribu. Cet homme s'appelle Alphonse Sowada. Il est arrivé à Agathe, jeune missionnaire, il y a presque 40 ans. Aujourd'hui, il est évêque du diocèse Asmat. Alors vous êtes l'évêque? Je suis l'évêque, oui. Enchanté. Enchanté. Quand vous êtes arrivé, ça n'avait rien à voir. Pas grand-chose, il y avait juste une rue centrale, une petite maison de missionnaires, avec une annexe et quelques chambres. Combien de personnes étaient là? À Agathe, très peu. Je pense qu'à Agathe, il y avait peut-être entre 200 et 300 personnes. Quand vous êtes arrivé? Oui, quand je suis arrivé. Et maintenant? Maintenant, à Agathe et dans les environs, il y a entre 1500 et 2000 habitants. Depuis que vous êtes arrivé, est-ce que l'état d'esprit des gens a changé?
Oui, énormément. Avant, quand on demandait aux gens de travailler, de faire quelque chose, ils travaillaient juste assez pour gagner de quoi acheter un peu de tabac ou les petites choses dont ils pouvaient avoir besoin et ils ne se fatiguaient pas. Ils n'étaient pas trop intéressés par l'argent qu'ils pourraient gagner ou par l'argent qu'ils pourraient mettre de côté. Maintenant, il semble que la philosophie soit de gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible, et qu'on ait besoin de millions. C'est le concept de l'accumulation de la richesse qu'on trouve maintenant ici et qui, bien sûr, n'existait pas avant. Avant, c'était la culture du partage. Pour préserver l'art asmat face à la modernité envahissante, l'évêque a créé ce musée. Il faut dire qu'en 1961, à peine arrivé à Agatz, il a rencontré l'héritier d'une richissime famille américaine, un aventurier fou de sculpture asmat, Michael Rockefeller. C'est Rockefeller qui, le premier, ressentit la force de cet art primitif et voulut le faire connaître dans le monde entier pour qu'il ne disparaisse pas. Quand Michael Rockefeller est arrivé ici en 61-62, il est resté 2 semaines. Il a visité différents villages aux alentours et il a acheté beaucoup d'art. Comment a-t-il réagi quand il a vu les sculptures pour la première fois? Il a beaucoup aimé et nous avons eu beaucoup de discussions au sujet de l'art. Il était anthropologiste aussi? C'était un historien. Il appréciait également l'art. Je lui ai dit que le défi était de garder cet art en vie. Parce qu'une fois qu'arrive un changement parmi les gens, l'art meurt. Par exemple, les boucliers n'étant plus utilisés pour la guerre, rien n'avait plus la même signification. Mais ils devaient trouver une raison pour continuer à développer leur art. Il a répondu que l'on pouvait créer une affaire à New York. Il m'a dit, vous rassemblez les pièces et je les vendrai à New York et je ramènerai les bénéfices pour les gens d'ici. Il était très intéressé par cette idée. Il aimait l'idée. Ainsi, il a décidé de prendre des pièces pour les montrer. Oh oui, il a ramené énormément de pièces à New York. Et si vous y allez, et si vous visitez le Metropolitan Museum of Art, vous verrez là-bas beaucoup de pièces qu'il avait collectionnées. Comme celle-ci? Comme celle-ci, oui. Beaucoup de masques sont les masques des esprits pour les cérémonies. Différentes sortes de masques, maintenant, ce sont des pièces uniques. Michael Rockefeller aimait passionnément ce pays. Il y a laissé sa vie, disparu dans une tempête lors de sa dernière expédition en Papouasie. On m'a dit qu'une fois ou 2 par an, il y avait une grande vente de ces objets. Ah oui, nous organisons chaque année un concours d'art pour les sculpteurs. Et ils viennent de partout, de tous les villages alentours, et présentent leurs œuvres d'art. Pour chaque village, nous sélectionnons les meilleures pièces et nous les exposons, environ 250 pièces. Bien sûr, entre 500, 600 et 1000 pièces sont arrivées ici, mais nous en avons éliminé une bonne partie. Nous les avons exposées pendant une journée, et puis les gens sont arrivés de l'extérieur pour la vente aux enchères et ils ont vendu. Mais pour la future génération asmat, le sens traditionnel de cet art ne risque-t-il pas de se perdre en faisant une affaire d'argent? Oui, et ils travaillent maintenant pour l'argent, c'est sûr. Avant, c'était pour les cérémonies, mais même si maintenant c'est pour l'argent ou des raisons esthétiques, peu importe, ils gardent leur art vivant. Sinon, cet art serait mort. J'entame la dernière étape de mon périple. Nous décidons de remonter la rivière au-delà d'Agatz. Mon but, m'approcher encore un peu plus de l'authenticité. Nous arrivons à Yamas, 31 familles et 500 habitants. 500 personnes qui vivent presque comme à l'âge de pierre. Ici, l'histoire semble s'être arrêtée il y a des centaines d'années, bien avant Rockefeller et le commerce de l'art, avant Freeport et l'industrie toute puissante.
Tout à coup, le présent n'existe plus. J'ai beaucoup de chance. Aujourd'hui, le village est doublement en fête et c'est très impressionnant. Comme me l'explique Yuven, mon guide, Yamas célèbre tout d'abord le passage à l'âge adulte de 15 jeunes garçons. Ne les cherchez pas, ils sont invisibles, cachés de tous dans une hutte où ils reçoivent leur initiation. Ce rite de passage de l'adolescence à l'âge adulte reste encore très mystérieux. Combien de temps sont-ils gardés à l'intérieur? Ils doivent y rester 3 mois. 3 mois? 3 mois. 15 garçons? Oui, 15 garçons. Et à l'intérieur? Oui. Ils mangent une nourriture spéciale. Ces jeunes garçons ne prennent pas de petit déjeuner, pas de déjeuner. Ils ont seulement droit à un dîner. Et ils n'ont jamais le droit de sortir? On les autorise à sortir seulement la nuit pour aller se baigner, faire leur toilette. Donc seulement la nuit. Mais pourquoi? Parce qu'il est permis à personne de les voir? Personne ne doit les voir. C'est interdit de les voir. Ah oui, très interdit. On appelle cela Okom. Okom, c'est le monstre de la mer. Et le monstre de la mer représente tous les ancêtres. Et le monstre de la mer vit dans les estuaires de toutes les grandes rivières de la région Asmat. Et quand les garçons sortent de la petite hutte qui est devant la maison des hommes, quand ils sortent à la fin, ils doivent toucher cet objet, cet okom, et passer de l'autre côté. C'est pour qu'ils reçoivent plus de puissance de la part des ancêtres. C'est pour que ces garçons grandissent et pour qu'ils deviennent des hommes braves. Et dites-moi, comme je suis une personne de l'extérieur, vous pensez que ce serait exceptionnellement possible d'aller leur rendre une petite visite? Les anciens disent que ce n'est pas possible. C'est pas possible? Oui, c'est contraire aux traditions, je comprends. Mais à Yamas aujourd'hui, c'est surtout la fête des femmes. Le jour de l'année où elles peuvent s'exprimer et se venger. La journée de la femme en quelque sorte. Pour une fois, les hommes doivent se soumettre, sortir de cette longue hutte qui leur est réservée et se laisser frapper. Mon périple s'arrête ici, dans ce monde oublié du monde, pas encore contaminé par la modernité. Maintenant, je sais qu'ils existent vraiment, ces guerriers farouches. Ces papous qui ont su garder leur rite et préserver leur âme.